Ah, l'enregistrement qui marche cette fois, il marchait pas la dernière fois, j'ai dû galérer comme un enculé pour télécharger la VOD depuis YouTube, etc. On va faire une petite minute de silence. Ça, c'est juste pour que je recorde le bruit de fond avec mon micro, en fait, pour ceux qui savent pas. Il y a toujours un bruit de fond, tout le temps, dans chaque pièce, et quand t'as un micro qui est très sensible, tu l'entends tout le temps. Donc ce qui est toujours bien de faire quand tu lances une vidéo, c'est tu recordes quelques minutes de silence, dans lequel tu auras ton bruit de fond, et comme ça te permet d'isoler ton bruit de fond, et après tu peux le supprimer de toute la vidéo. Comme ça te permet d'enlever le petit bruit que t'as derrière. Bref, ceci étant fait, on va pouvoir commencer le Tech Talk, les amis, c'est parti, et on commence par la première photo du plus gros CPU jamais construit. Ouais. Non, c'est peut-être pas le plus gros, hein, mais c'est un CPU qui est vraiment gigantesque. Donc c'est du socket LGA 3647, et voilà la taille du CPU. Le Xeon E5 2699 V5. Donc, on avait déjà vu cette photo-là, en fait, qui était la photo du socket. Celle-là, on avait déjà vu cette petite photo qui était la photo du socket. Et en gros, on avait juste la photo du socket qui était gigantesque, et on avait en comparaison un processeur actuel. Et maintenant, on a la photo du processeur qui va sur ce magnifique socket. Avouez que c'est quand même monumental. En même temps, faut dire que le bâtard il a 32 cœurs, hein, et 64 fils de calcul parce qu'il y a l'hyperthreading. Donc par rapport aux anciennes générations de Xeon, il y a quand même 10 cœurs de plus, ce qui est pas négligeable. Voilà. Et au niveau de la vitesse, ça atteint les 2,10 GHz. Donc c'est assez bas. Mais voilà. En même temps, quand il y a beaucoup de cœurs, généralement les fréquences sont assez basses. Pour compenser en termes de consommation également. C'est-à-dire que plus vous mettez de cœur, plus votre processeur va consommer d'électricité et de puissance, et plus la fréquence est haute, plus également ça consomme. C'est-à-dire que généralement, je crois que la loi qui régit la fréquence et la consommation électrique, c'est une loi de type exponentiel, c'est-à-dire que ça augmente très 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 vite. Donc du coup, si vous mettez beaucoup de cœur, histoire de garder un petit peu la consommation électrique, histoire de garder une consommation électrique qui soit décente, donc une consommation électrique pas trop élevée, et ben du coup, on diminue un petit peu la fréquence. C'est également pour ça que vous voyez aussi sur les PC portables que généralement les i7 et les i5 sur PC portable ont des fréquences plus basses que leur version de PC de bureau. C'est-à-dire qu'un 6700 sur PC portable, donc les versions HQ, etc., auront certainement des fréquences plus basses que les PC de bureau, histoire de consommer un petit peu moins et d'économiser de la batterie. Donc voilà. Donc là, on a un énorme monstre qui sort, et grosso modo, il serait vendu à environ 4000$ ce processeur, et il verrait le jour en 2017, mi-2017 pour 4000$. 32 cœurs au calme. On va continuer avec Coffee Lake. La dernière fois, on avait parlé de Kaby Lake. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, Kaby Lake, etc., c'est les noms de code des différentes architectures et des différentes générations pour les processeurs de chez Intel. Chez AMD, il y a la même chose, hein. D'ailleurs, je m'en souviens plus. Bulldozer, Piltover, après il y a un autre nom, et après voilà. Là, l'architecture que tout le monde attend, c'est Zen, nom de code Zen. Et ben chez Intel, bon, on a eu Haswell Refresh, Skylake, Kaby Lake qui va venir prochainement, et là, Coffee Lake, c'est la génération d'après. Kaby Lake 2017 pour le public de masse, et Coffee Lake, ça sera la génération pour 2018, pareil pour le public de masse. Faut savoir parce qu'il y a toujours des générations, enfin il y a toujours des architectures qui sont pour le grand public et des architectures qui sont plus pour les professionnels. Les architectures pour le grand public sont toujours sur des sockets 1000 et quelque chose, enfin en ce moment, 1050, 1150, 1151. Coffee Lake, ça sera certainement du 1152, 1155, quelque chose comme ça. Les architectures professionnelles sont souvent sur du socket LGA 2000 et quelques. Donc Broadwell, 2000, c'est combien déjà 2013 Non Oh bref, 2000 quelque chose. Et c'est pareil, les chipsets sont toujours aussi différenciés. Ce qui est semi-professionnel, c'est toujours du X99, X89, X299, etc. Pour ce qui est utilisateur standard, c'est
Z87, Z97, Z170, Z270, H170, H110, B150, etc. Bref, Coffee Lake. Qu'est-ce qu'Intel prévoit pour Coffee Lake? Eh bien apparemment, il prévoit des CPU en 6 cœurs, donc des hexacores, pour 2018 et en socket 1150 quelque chose. Donc ça sera gravé en 10 nanomètres normalement. Oh. Non, ça sera gravé en 14 nanomètres également. Oh, Coffee Lake, il le grave en 14 nanomètres. Donc ok, Coffee Lake sera gravé en 14 nanomètres. Ça sera la 4ème génération qui sera gravée en 14 nanomètres. Et ensuite, ça va cohabiter avec Cannon Lake qui va être gravé quant à lui en 10 nanomètres. Et grosso modo, ça sera pour 2018. Mais il semblerait que Coffee Lake, ça sera le premier CPU qui sera hexacore, donc avec 6 cœurs physiques, qui sera sur une plateforme LGA 1150. Donc savoir, il n'y a pas de processeur avec 6 cœurs qui sont sur Skylake ou qui seront sur Kaby Lake. Ça sera que le maximum pour l'instant avec Skylake et Kaby Lake et puis Haswell, etc. C'est les i7 avec 4 cœurs et 8 fils de calcul. Là, du coup, avec Coffee Lake, on va apporter le 6 cœurs pour le grand public. Ça sera le premier processeur Intel en socket 1150, 1151, 1152, on ne connaît pas encore le chiffre exact, à avoir du 6 cœurs. Voilà. On a ici un petit peu les spécifications techniquement. Donc ça, c'est Kaby Lake. Ça, c'est Coffee Lake version U. Donc les versions certainement économie d'énergie. Donc là, on a du Coffee Lake. 6 cœurs. Et également Coffee Lake, 6 cœurs également, avec des... et un autre Coffee Lake S, 6 cœurs également. Donc ça, c'est les noms de code, hein. Halo, DT, etc. Donc c'est 6 cœurs et une version avec 4 cœurs qui a un chipset qui est un petit peu plus petit. Voilà. Donc voilà, en 14 nanomètres, on aura eu Broadwell, qui sont des processeurs pour les sockets semi-professionnels. On aura eu Skylake pour le grand public, on va avoir Kaby Lake pour le grand public, on va avoir Coffee Lake. Donc ici, on a une petite roadmap, hein, comme vous avez pu le voir. Les processeurs, on va prendre les processeurs H. Cannon Lake, ça sera pour des processeurs essentiellement, au début, Cannon Lake va essentiellement sortir pour des processeurs pour PC portable et pour mobile. C'est des processeurs à faible consommation et pas à faible puissance, mais à faible consommation énergétique. Vous voyez, un TDP de 4,5 watts et des TDP de 15 watts pour Cannon Lake. Donc là, on a eu Skylake, 2 cœurs physiques ou 4 cœurs physiques, Kaby Lake, 2 cœurs physiques ou 4 cœurs physiques, et on va avoir Coffee Lake, dual core, quad core ou hexacore. Voilà. On va continuer sur Intel, mais cette fois-ci on va parler des chipsets. Donc les nouveaux chipsets Z270 et H270 qui vont accompagner la sortie des processeurs Kaby Lake. Donc comme on avait eu H170 et Z170 et H110 et B150 pour Skylake, donc les nouveaux chipsets avec les nouvelles cartes mères, MSI Z170, Asus Z170, et bien là on va voir du Z270 et H270. Grosso modo, qu'est-ce que ça change par rapport à la génération actuelle? Apparemment, il y a juste un peu plus de lignes PCI Express. On a ici un petit tableau comparatif pour voir un petit peu les différences entre le Z170 et le H2 et le Z170. Donc on va s'intéresser juste à ces deux colonnes-là, qui sont les chipsets en Z. Donc ça supporte, les deux supportent le Kaby Lake et le Skylake, donc les processeurs des deux générations. Et on a juste plus de lignes PCI Express. Grosso modo. À part pour le H270 qui reste avec une seule ligne PCI Express en 16 fois. Le Z170 était à une ligne, une x 16 ou 2 x 8, ou une x 8 ou 2 x 4. Ok. D'accord. Effectivement.
Pas de changement non plus, on a une carte en 16 fois, 2 cartes en 8 fois, ou voilà. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ici. C'est au niveau des lignes ici, où ça augmente légèrement. En gros, grosso modo, au niveau du multi-GPU, ça reste pareil. On a soit une carte qui fonctionne en 16 fois, soit vous pouvez faire du SLI et mettre 2 cartes qui fonctionnent en 8 fois, ou alors vous pouvez mettre une carte qui fonctionne en 8 fois et 2 cartes qui fonctionnent ensuite en 4 fois. Donc ça, c'est sur le Z270 et le Z170, les deux. Sur le H270 et le H170, pas de SLI, vous pouvez mettre qu'une seule carte qui fonctionne en 16 fois. Le reste, il n'y a quasiment pas de changement. Regardez. Sur les deux chipsets, on peut overclocker. On a les mêmes Optane Technology, on a une technologie en plus. On a une nouvelle version de la technologie Rapid Storage, ok, on a le même support des RAID. On a juste, comme vous pouvez le voir, plus de lignes d'entrée-sortie, donc de lignes PCI. On passe de 22 à 30 pour les chipsets H et de 26 à 30 pour les chipsets Z, avec du coup également plus de lignes 3.0 en PCI Express. Donc ça, c'est les entrées-sorties, les lignes d'entrée-sortie, et là, c'est les lignes PCI Express 3.0. On passe de 20 à 24, grosso modo. Ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose, mais bon. Voilà. On va parler un petit peu de Black Friday. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de regarder tous les deals qu'il y avait sur Black Friday en ce moment. Mais j'en ai pris 2-3 overclocking, Made in France, on a sélectionné 2-3, les meilleurs certainement, et du coup j'ai décidé de vous les faire partager. Et grosso modo, il y a des cartes Asus Strix à moins 20% sur rue du commerce, donc les 1080, les 1070, les RX 470. Donc elles sont à moins 20% sur rue du commerce. D'ailleurs c'est celle-là que je suis en train de tester, que j'étais en train de tester ce matin même, et dont je dois finir la vidéo aujourd'hui certainement. Donc c'est celle-là même. Elle est très puissante, mais je vous dis, je la trouve assez chère. Ça le problème. Mais à moins 20%, si elle est à moins 20%, ça peut devenir une très très bonne affaire. Donc voilà, vous avez toutes ces cartes à moins 20%, il y a ici la marche à suivre. Il faut juste rentrer le code ASUS20 au moment de valider le panier. Et grosso modo, vous pouvez avoir... Bon, apparemment elles sont épuisées, mais c'est pas grave. Je vous le dis quand même. Et de la même façon, vous pouvez avoir une Asus Z170 Pro Gaming à 118 €. Donc c'est une très très bonne carte mère, c'est une très bonne carte mère milieu de gamme. Pour coupler ça avec un processeur Skylake, ça permet d'overclocker, etc. Et c'est de la même façon... Oh non, il faut entrer le code promo, c'est tout noir. Et au moment de la validation, et vous économisez quand même 50 € parce que je crois que la carte de base est à 169 €. Voilà. On va continuer avec une news concernant un autre processeur Intel, on en avait parlé la semaine dernière, là on est sur du Kaby Lake, on va parler du i3 7350K. Vous avez bien entendu, un i3 avec un K, donc un i3 overclockable. On en avait parlé la semaine dernière, Kaby Lake sera la première génération de processeurs Intel à offrir un i3 qui soit unlock, qui soit débloqué, avec son multiplicateur CPU qui soit débloqué, donc qui soit overclockable dès la sortie de la boîte. Donc ça sera le 7350K, et grosso modo, il y a eu un test qui a été fait, bon grosso modo, certaines personnes l'ont eu, et ils ont overclocké ce processeur-là à 4,2 GHz, et ils l'ont comparé au niveau des performances à un i5 6400 et à un i5 4670K. Voilà, donc un processeur Skylake de la génération actuelle et un processeur 4000, ça doit être du Haswell Refresh. Grosso modo, avec ce petit i3, il était possible de battre en performance un i5 Skylake, un i5 Haswell Refresh, et en poussant légèrement un peu plus, vous pourriez même battre un i7 Sandy Bridge, donc encore la génération d'avant. Donc grosso modo. En plus, ils l'ont même pas overclocké de base. C'est-à-dire que de base, le Turbo Boost amène le processeur à 4,2 GHz. Moi, je pensais qu'il l'avait overclocké un peu pour atteindre les 4,2 GHz. Non. Le Turbo Boost du processeur arrive directement à 4,2 GHz. Sachant, il a un TDP de 91 watts d'ailleurs. Il est assez gourmand en énergie. Et juste avec 4,2 GHz, sans overclocker plus que ça,
il bat déjà 2 i5. Donc regardez, on a les scores sur, je pense que c'est Geekbench, c'est ça? Ici on a les scores sur Geekbench. Donc on a les scores en single core ici et en multicore comparé aux 2 i5. Et vous voyez qu'on est légèrement au-dessus. Donc on n'est pas, c'est pas énorme, hein. On est peu au-dessus, mais on est quand même au-dessus. C'est quand même assez impressionnant pour qu'un i3 batte un i5, surtout un i5 qui soit juste de la génération d'avant, c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare. Sachant que du coup, là, il n'y a pas d'overclocking qui a été effectué, c'est juste out of the box. C'est-à-dire que vous sortez le processeur, vous le mettez dans votre PC, pouf, le turbo boost s'enclenche, vous passez à 4,2 GHz. Si vous overclockez un peu plus, vous pouvez peut-être le monter à 4,5, 4,6, et là, monter un petit peu plus et creuser un petit peu plus l'écart. Bon, un bref rappel de la génération Skylake. Des processeurs Kaby Lake qui vont sortir, un i7 7700K, 4 cœurs, 8 fils, un boost à 4,5 GHz qui va coûter 350 €, les i5 7600K, pas d'hyperthreading, 4 cœurs, donc un quad-core à 239 €, et le i3, celui qu'on regardait aujourd'hui, avec un boost à 4,2 GHz, qui va coûter 177 $, grosso modo, un dual-core, mais avec l'hyperthreading comme d'habitude pour les i3. On a ici le tableau récapitulatif de tous les processeurs Kaby Lake qu'on connaît à l'heure actuelle qui vont certainement sortir. Je pense que grosso modo le tableau est à peu près complet. Les prix seront certainement les mêmes que Skylake lors de la sortie de cette génération-là. Donc ça sera un petit peu plus cher que les prix actuels. Voilà. On va maintenant parler de Zen également, on en a déjà parlé la semaine dernière, il y avait les rumeurs, il y avait les prix, il y avait les dates. Donc Zen va être annoncé le 17 janvier 2017, et les premiers processeurs vont sortir dans la foulée, ça sera certainement les processeurs haut de gamme qui vont sortir, donc la série SR7, donc ça va être le haut de gamme de Zen qui va sortir d'abord, et ensuite on a les processeurs plus milieu de gamme et plus entrée de gamme qui vont suivre au début de l'année 2017, donc entre mars et mai 2017, il y aura les processeurs milieu de gamme et entrée de gamme qui vont sortir, mais d'abord Zen va se lancer avec les processeurs haut de gamme. Et grosso modo, un des plus hauts processeurs de chez Zen, de chez AMD Zen, donc un 8 cœurs avec 16 fils de calcul, donc un octo-core avec 16 fils de calcul, cadencé à 3.2 je pense, avec un boost en fréquence à 3.5 GHz, une version Black Box, donc, Black Edition, donc faite pour l'overclocking, donc c'est ce qui est écrit ici. Donc 3.2 GHz en base clock et 3.5 en turbo, vendu à 500 $, qui va battre le Intel i7 5960X, qui lui aussi est un octo-core. Mais ce processeur-là, le Intel i7 5960X, coûte 1000 $. Et là, ce que vient faire AMD, c'est qu'ils viennent battre ce processeur de chez Intel, avec leur nouveau FlashGIP Zen, avec un processeur qui coûte 500 $, donc 2 fois moins cher. Donc c'est assez énorme, grosso modo. C'est même pas grosso modo, c'est juste c'est assez énorme, clairement. Voilà un petit peu les dates de sortie et un petit peu ce que ça va donner. Grosso modo, on va avoir 2 processeurs SR7, pour l'instant, on sait qu'on a 2 générations de processeurs SR7. On va avoir le SR7, c'est le haut de gamme, mais le haut de gamme non Black Edition, etc. Le haut de gamme, c'est comme si vous preniez le i7 6700, par exemple ça. Et celui-là, c'est comme si vous preniez le i7 6700K, par exemple. En gros, vous avez 2 versions de haut de gamme. Vous avez le haut de gamme et le très très haut de gamme. Le haut de gamme sera vendu à 350 $ pour concurrencer ce que fait Intel en i7, et je pense que ça va battre les performances de Intel. Et le très très haut de gamme sera vendu à 500 $, et comme vous pouvez le voir, ça bat un processeur de chez Intel à 1000 $. Donc, grosso modo, ça vous laisse un petit peu... ça vous donne un petit peu une idée de la puissance des autres processeurs par rapport à leur prix. Donc vous vous doutez que celui à 350 $ qui est là, qui est quand même du haut de gamme, avec 8 cœurs et 16 fils de calcul, va forcément battre les processeurs i7 de chez Intel qui sont dans cette gamme de prix-là. Et ces deux-là vont sortir en janvier. Et ensuite le reste, voilà, c'est ce que je disais, le milieu de gamme et l'entrée de gamme vont sortir
en mars, à 150 et 250 $. Et quand même, pour 150 $, vous avez un quad-core avec 8 fils de calcul. C'est quand même énorme. Et pour 250, vous avez un hexa-core avec 12 fils de calcul. Clairement, c'est un truc que j'attends. Là, AMD Zen, tous les yeux sont tournés vers AMD en fin d'année. Et début 2017, ça va être encore pire. Tout le monde va attendre les annonces d'AMD et de voir leur nouveau processeur. Et également voir leur nouvelle carte graphique avec Vega. Voilà. Bon, il y a également les nouveaux chipsets, les nouveaux processeurs avec chipsets graphiques qui vont sortir, et puis les nouvelles boards aussi qui vont sortir avec les nouveaux chipsets X370, etc. Ça, on en avait parlé la semaine dernière, le chipset AM4 et tout. Voilà. Là, il y a le petit PowerPoint de présentation, etc. Bon, bref. On va continuer sur AMD, et cette fois-ci, on va parler de la RX 490. Une carte graphique qu'on attend, que tout le monde attend. Donc, il semblerait qu'elle arrive un petit peu plus tôt que prévu. Là, grosso modo, tout le monde était en mode, ok, AMD a sorti la RX 480, les prochaines cartes qui vont sortir, ça sera l'architecture Vega, donc nouvelle architecture. Hop, et ça sera peut-être début 2017, quelque chose comme ça, peut-être un peu après. Et il semblerait qu'en fait, AMD, pour faire face au haut de gamme de Nvidia, n'attende pas aussi longtemps que ça. Parce que, grosso modo, Vega, ça va être le haut de gamme de chez AMD, et ça va venir concurrencer le haut de gamme de chez Nvidia. Le problème, c'est que pour l'instant, Nvidia est tout seul sur le haut de gamme, donc AMD, ça lui plaît pas trop. Et ils disent, plutôt que d'attendre la sortie des cartes Vega, apparemment, ils préparent une nouvelle carte, qui serait la RX 490, pour contrer Nvidia dans ce secteur de prix-là. Donc pour contrer les GTX 1080 et 1070. Donc elle pourrait sortir aux alentours de Noël. Ça, on sait pas trop, c'est des grosses rumeurs. Et grosso modo, ce qui semble être une bonne rumeur, c'est que ça ne sera pas de l'architecture Vega, ça sera encore de l'architecture Polaris, donc ça sera la même architecture que les RX 470 et les RX 480, mais ça sera un double GPU. Grosso modo, ça pourrait être un double GPU basé sur Polaris 10. Donc un peu comme ce que faisaient les R9 295 X2. Donc un bi-GPU dans une RX 490. Et il y aurait du coup 2 fois 2304 shaders, 2 fois 144, je crois que les TMU c'est les traitements quelque chose unit, et 32 render output unit. On sait pas trop. Ça c'est une rumeur. C'est soit un bi-GPU de Polaris 10, de 2 puces Polaris 10, ou alors c'est une carte avec une architecture Vega, mais qui arriverait très en avance. Très en avance. Donc on sait pas encore. C'est que des rumeurs. Il y a certains... Voilà. MyDriver.com évoque une carte avec un TDP de 150 watts et 8 Go de mémoire, qui sont cadencés à 350 MHz, qui ferait que ça serait genre de la mémoire HBM, donc potentiellement de l'HBM 2. Et eux, donc MyDriver.com, ils évoquent une carte mono GPU, donc ça serait potentiellement du Vega. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et ça serait potentiellement en décembre. Mais là, c'est pareil, on n'est pas sûr. Un lancement fin décembre, pourquoi pas, mais ça se trouve, ils vont peut-être attendre le CES début 2017, donc aux alentours du 15 janvier, pour annoncer la carte. Du côté de chez WCC F-Tech, c'est pareil. Ils sont là, il y a des spéculations, etc. On sait pas trop ce que ça va être. Est-ce qu'elle va être lancée en décembre? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'ils savent, c'est que ça sera certainement une carte qui va cibler la 4K et la réalité virtuelle. Donc ça va être une carte qui va vraiment être du... Ce qui est sûr, c'est que ça va être du très haut de gamme pour jouer en 4K et pour la réalité virtuelle. Que le bus mémoire sera plus large que 256 bits, et que ça sera soit un double GPU Polaris, ou alors un design de chez Vega de la nouvelle architecture. Et que ça va être grosso modo le même prix qu'une 1080. Voilà. Donc, on sait pas. On sait pas encore quand est-ce qu'elle va sortir également, mais on va surveiller ça pour voir quand est-ce que ça va arriver, parce qu'une nouvelle carte de chez AMD, ça ne peut que faire du bien. Voilà. Alors ici, on a un petit tableau qui résume un peu les prochaines architectures. Vega 11, Vega 10, Vega 10 double GPU, Vega 20 de chez AMD. Donc Vega 11 qui sera certainement de l'entrée de gamme.
Vega 10 qui sera le haut de gamme de chez AMD, Vega 10 double GPU qui sera certainement une carte super haut de gamme qui vont sortir, et puis après Vega 20 sera pour plus tard, 2018, 2019, etc. On va parler vite fait de Watch Dogs 2. Apparemment le jeu est pas si mauvais que ça, il est même très très bon. Il change beaucoup du premier jeu. Apparemment c'est une bonne surprise Watch Dogs 2, et comme d'habitude, enfin comme souvent, les jeux Ubisoft sont souvent en partenariat avec Nvidia, et du coup, il y a un trailer pour les technologies GameWorks de Nvidia qui est sorti pour Watch Dogs 2. On va regarder ça vite fait parce que, bon, c'est pas pour vous faire la pub c'est pas pour vous faire de la pub pour Watch Dogs 2 ou pour Nvidia, mais c'est souvent que les trailers pour GameWorks sont plutôt des démonstrations graphiques, et c'est plutôt joli à regarder, donc c'est plutôt pour ça que je voulais le voir, et je me suis dit, je vais vous le montrer avec vous, on va le regarder ensemble. Donc on va essayer de voir tout ça. Je vais essayer de me mettre en plein écran. Tac, ou sinon je le laisse comme ça. Soit on se met en plein écran, soit je le laisse comme ça. Je vais essayer de me mettre en plein écran quand même. Je vais essayer de voir comment je peux faire. Tac, tac, tac. Capture d'écran. Ouais, on va faire ça. Je vais me mettre en plein écran, voilà, comme ça, tac, tac. On va se mettre en plein écran pour regarder cette petite vidéo. Ça sera bien. Voilà. On va se mettre en 1080p, tout va bien. Hop, je vais fermer ma gueule et on va écouter ça. Pas sûr que ce soit sur la VOD parce qu'il y a moyen que ça se fasse strike par YouTube. Donc cette partie-là ne sera peut-être pas sur la VOD, ne vous inquiétez pas. Puis je vais enlever ça aussi. Hi, I'm Dominic Gay, senior producer on Watch Dogs 2. For the PC version of the game, one of our priorities was to extend our rendering technology to additional graphic presets and features optimized for both older and newer hardware. We also have been collaborating with NVIDIA to enhance our recreation of San Francisco. Through HBAO+, ambient occlusion shading and rendering techniques add depth to a scene. Immersive lighting and details and shadows add realism to the Bay Area. NVIDIA's hybrid frost and trace shadows technology allows for more realistic shadows with a smooth transition from hard to soft edges. Subtle and detailed real-time shadows are also added to the scene. With the implementation of TXAA, aliasing is diminished and edges sharpened. San Francisco's most famous landmarks are rendered in high detail. With Ensol, NVIDIA's game capture tool, you can even become a game photographer and share 360 HD captures of your favorite moments. You will also get to experience Watch Dogs 2 with various PC-exclusive features, all available at launch. No FPS cap, high-fidelity 4K textures, ray-marched volumetric fog, multi-monitor support, FOV slider, and many extra visual enhancements developed with multi-GPU support. Thanks for watching, and see you in San Francisco on November 29th. Watch Dogs 2. Et voilà. Et voilà. Donc, il est disponible dans 2 jours. Techniquement, de ce que je vous disais, de toutes les vidéos que j'ai vues des youtubeurs qui l'ont testé, etc., le jeu a l'air très très bon. Il n'y a pas l'air d'avoir du tout de downgrade, donc ça c'est un excellent point de la part d'Ubisoft. Ubisoft recommence à faire des jeux qui soient à la hauteur des attentes des clients et des consommateurs. Ils ont eu une période un petit peu difficile avec Assassin's Creed Unity, mais là je pense qu'ils sont un petit peu... Je pense qu'ils essayent de se racheter et tout. Il y a qu'à voir, Rainbow Six Siege est quand même très très bon. Ils essaient de faire vivre Rainbow Six Siege à fond et tout. Watch Dogs 2 a l'air bien. Ghost Recon Wildlands a l'air aussi bien.
Il y avait quel autre jeu Ubisoft qui est sorti il y a pas longtemps? Steep, j'ai pu essayer la bêta, il est vraiment jouissif pour ceux qui aiment les jeux de ski. Après, je sais que c'est pas du style de tout le monde, etc. Mais voilà, là on arrive dans une ère où Ubisoft sort des bons jeux. Et vous voyez quand même, c'est pas dégueu hein, avec les technologies Nvidia, bon, on a des beaux points de vue, etc. Vous pouvez jouer en 4K. Apparemment, la version sur PC va supporter directement à la sortie le multi-GPU, la 4K, le multi-moniteur. Il y a des options qui sont exclusives au PC, comme il disait, genre des effets de fumée, le field of view et d'autres choses comme ça. Enfin bref. On va passer sur les dernières news qui concernent un site qui permet de nettoyer son existence. Non, si vous cliquez sur ce bouton, vous n'allez pas disparaître. Non, pas du tout. En fait, je pense que vous le savez, il est très très compliqué de disparaître d'Internet. C'est quasiment impossible à l'heure actuelle. Effacer toutes ces traces sur Internet, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que vous êtes forcément, même si vous vous mettez à utiliser que des VPN, vous vous mettez à utiliser constamment le réseau Tor, histoire de cacher votre identité, de cacher votre location, etc. Vous avez forcément quelque part, à un moment, créé un compte sur un site, laissé un commentaire, liker quelque chose sur Facebook, etc. Pour avoir aucune trace sur Internet, faut juste pas avoir de compte Facebook, pas avoir de compte Gmail, utiliser une boîte mail qui soit genre un faux nom, etc., que vous accédez par VPN. Il faut ne pas utiliser d'application où il y a besoin de se connecter avec quelque chose, etc. C'est hyper compliqué de ne pas laisser de traces sur Internet. Vous en avez forcément. Puis plus vous utilisez de services, plus vous avez de traces forcément. Il y a des gens qui sont allergiques à ça, qui veulent laisser le moins possible de traces, qui veulent avoir le moins possible de leur information en ligne. Il y en a d'autres qui s'en foutent. Moi, personnellement, je dirais qu'on arrive dans une période où c'est très compliqué de ne pas utiliser les services qui nous sont proposés sur Internet et de ne pas et de faire ça anonymement. Je veux dire, c'est pour tirer complètement profit de ce qui nous est mis à disposition avec Internet et tout, j'ai enlevé mon casque, il y a un moment, il faut quand même donner des informations. Les services sont chiants, ils veulent des infos, oui, le modèle marche comme ça parce que l'économie marche comme ça, eux, ils ont nos infos, ça leur permet potentiellement de se faire du cash dessus ou de nous faire de la pub ciblée, etc. Ok, c'est pas fou, mais pour utiliser le plein potentiel d'Internet, il y a un moment où il faut quand même pas jouer le jeu, mais presque. Mais après, par contre, faut juste essayer d'être un petit peu critique envers ce qu'on donne et à qui on le donne, à quel type de service on le donne et ce qu'on accepte de donner comme information. Je veux dire, faut pas non plus partager 20 000 trucs en public sur Facebook et tout, pas faire attention à ces options de confidentialité, faut pas s'inscrire à tout et n'importe quel site, à tout et n'importe quel concours ou des trucs comme ça, enfin genre en mettant plein d'informations sur mettre ses vrais noms, sa vraie adresse, si vous demandez votre adresse postale, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Généralement, il faut juste se dire, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est utile pour eux? Et moi, souvent, je me retrouve à genre mettre des faux noms, mettre des noms à l'arrache, parce que genre, je sais que le service en a pas besoin de mon vrai nom, parce que c'est un truc qui est inofficiel, qui est pas officiel, où ils n'auront jamais besoin de m'envoyer quelque chose, de me contacter pour avoir mon vrai nom, etc. Genre des trucs à la con, genre typiquement Evernote par exemple, je crois que j'ai un compte Evernote, je pense pas que ce soit mon vrai nom, je pense que c'est une adresse mail qui est dédiée au truc à la con de ce style-là. Pareil pour certains forums, genre j'utilise pas les mêmes adresses mail pour m'inscrire sur différents trucs, histoire de bien garder ça séparé et que mes informations personnelles se retrouvent pas sur des sites qui n'en aient pas besoin et qui me semblent douteux par exemple. Ou dont les pratiques me semblent douteuses, plutôt que le site me semble douteux. On sait jamais comment les sites vont utiliser les informations que vous leur donnez. Donc voilà, donc là, il y a un site qui s'appelle Deceit.me, donc Deceit.me, qui est sorti, qui vous permet en fait de retrouver tous les comptes dans lesquels vous avez des informations. Tous les sites et tous les comptes que vous avez créés. Et avec un lien direct pour supprimer le compte. Donc en gros, il utilise une de vos adresses Gmail, il utilise d'ailleurs une adresse Gmail, et ça va scanner pour plein de services et pour plein d'applications que vous avez créées, ou vous avez potentiellement créé un compte. Donc grosso modo, ça se présente comme ça, je vais essayer de recentrer ça un petit peu. Oh, ça marche pas très bien.
Ça ne marche pas très bien, les amis. Je vais essayer d'éditer cette transformation pour vous le montrer un peu mieux. Alors. Bougez pas. Puis là, je vais essayer de réduire un peu ça pour que vous voyez un peu plus. Tac, tac. Donc voilà, clean up your existence. Comme ça, c'est pas si mal. En gros, vous venez là, vous loguez avec un compte Google. Bon, déjà, c'est un petit peu problématique parce que tu te logues avec un compte Google sur le truc. Et ensuite, c'est censé aller chercher plein de services WhatsApp, LinkedIn, Tumblr, Pinterest, Dropbox, Facebook, etc., Twitter, Vine, Skype. Ça retrouve un peu tous tes comptes, et ensuite t'as un lien pour deleter ces comptes. Voilà. Donc vous pouvez essayer, ceux qui ont du mal, ceux qui veulent supprimer certains de leurs comptes, vous pouvez essayer ce service-là, il se peut que ça marche. Je l'ai pas essayé personnellement, mais il y a moyen que ça marche quand même pas mal. Si vous en avez marre de certains de vos comptes ou vous faites harceler sur certains réseaux sociaux, j'allais dire médias sociaux, réseaux sociaux, vous pouvez essayer d'utiliser ça pour les supprimer, etc. Bon, voilà, c'est un petit peu près tout ce que j'avais pour le Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. Ceux qui regardent en VOD, n'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, et comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.